Il suffisait d'un regard pour que la température de la pièce chute de 10 degrés. Le café fumant se figea dans la tasse de porcelaine lorsque Vivienne Beaumont aperçut la silhouette familière qui franchissait les portes vitrées du Café de la Paix. Même de dos, elle reconnaissait cette démarche assurée, cette façon particulière de porter un costume comme une armure. Thibaut Marchand. Son estomac se contracta d'une manière qui n'avait rien à voir avec la nervosité. C'est était de la rage pure, distillée par 2 années de bataille silencieuse. « Merde », murmura-t-elle entre ses dents, assez bas pour que sa cousine Célestine ne l'entende pas par-dessus le brouhaha matinal du café le plus prisé de la presque île lyonnaise. Célestine suivit son regard et laissa échapper un petit rire cristallin. « Oh là là, le voilà encore, ton chevalier noir. Tu sais qu'il prend son café ici tous les mardis à 8h30 précises. Ce n'est pas mon chevalier noir, » répliqua Vivienne, ses doigts se crispant imperceptiblement autour de l'anse délicate. C'est un parasite qui a infecté cette ville. Mais ses yeux, malgré elle, ne quittaient pas la nuque de Thibaut. Il portait ce matin un costume gris anthracite qui épousait parfaitement ses épaules larges, et même à cette distance, elle pouvait sentir l'énergie froide et calculée qui émanait de lui. 2 ans qu'il se livrait à cette guerre feutrée, 2 ans qu'il se croisait dans les conseils d'administration, les galas de charité, les vernissages, toujours courtois en surface, toujours mortel en sous-texte. Il commanda un expresso serré, sans sucre, évidemment. Même son café reflétait sa personnalité, amer et sans concession. « Tu te souviens de ce qu'il a fait la semaine dernière ?» chuchota Vivienne, ses yeux gris-bleu se durcissant comme l'acier. Il a convaincu les Dubois d'annuler leur commande d'anniversaire de mariage. 40 ans de fidélité à notre maison, Célestine. 40 ans. Et toi, tu as répliqué en récupérant le contrat des Morel pour leur collection privée, lui rappela sa cousine avec un sourire en coin. Je dois dire que ta manœuvre était brillante. Qui aurait pensé à offrir un service de conservation gratuit pendant 5 ans? Vivienne haussa élégamment les épaules, mais un sourire satisfait effleura ses lèvres. Elle avait passé des nuits entières à étudier les besoins spécifiques de cette famille de collectionneurs, à comprendre leurs craintes, leurs désirs. Quand Thibaut s'était présenté avec son offre standardisée, certes moins chère, elle était déjà 3 coups d'avance. C'est à ce moment précis que Thibaut se retourna. Leurs regards se croisèrent par-dessus la foule matinale du café et Vivienne sentit cette sensation familière, comme si l'air devenait plus dense, plus électrique. Il ne sourit pas. Il ne souriait jamais quand il la regardait. Ses yeux noirs la jaugeaient avec cette intensité froide qui lui donnait l'impression d'être disséquée, analysée, cataloguée comme une rivale à abattre. Il inclina très légèrement la tête, un salut minimal, presque insultant dans sa parcimonie. Elle répondit de la même manière, ses lèvres ne trahissant rien de la fureur qui bouillonnait en elle. 2 prédateurs se reconnaissant sur le même territoire. « Mon Dieu, on dirait que vous allez vous entretuer », souffla Célestine, fascinée. Cette tension, on pourrait la couper au couteau. Thibaut détourna le regard le premier, ou peut-être était-ce elle, et se dirigea vers la sortie. En passant près de leur table, Vivienne capta une bouffée de son parfum, quelque chose de boisé, de masculin, qui lui rappelait les forêts après la pluie. Elle détestait le fait que son cerveau avait mémorisé cette information. « Mademoiselle Beaumont », dit-il en s'arrêtant brièvement, sa voix grave portant cette politesse glaciale qu'elle connaissait si bien. « Monsieur Marchand », répondit-elle du même ton, sans lever les yeux de sa tasse. Un silence tendu s'installa. 3 secondes qui parurent une éternité. Puis il reprit sa marche vers la sortie, laissant derrière lui ce parfum troublant et cette sensation désagréable que Vivienne avait appris à associer à sa présence. Le mélange toxique de colère et de quelque chose d'autre qu'elle refusait de nommer. « Tu sais ce qui me énerve le plus chez lui ?» murmura-t-elle quand la porte se referma derrière lui. « Son arrogance? Sa façon de porter des costumes hors de prix? Le fait qu'il ait réussi à s'implanter dans notre marché en moins de 2 ans? Non. » Vivienne vida sa tasse d'un trait, le café désormais froid lui brûlant la gorge. « C'est qu'il me force à devenir quelqu'un que je n'aime pas. Avant lui, les affaires étaient élégantes. Maintenant, c'est la guerre, et je déteste être en guerre. » Célestine posa sa main sur celle de sa cousine. « Tu sais qu'Amélie organise une petite soirée vendredi soir. Rien d'officiel, juste quelques amis proches. Tu devrais venir, tu as besoin de te détendre. » Amélie, le visage de Vivienne s'adoucit à l'évocation de sa meilleure amie. Amélie Durand, avec ses boucles châtain clair et son rire communicatif, était l'une des rares personnes capables de lui faire oublier les pressions de l'empire familial. « Oui, peut-être. J'ai besoin de... » Elle s'interrompit. Par la vitrine,
Elle venait d'apercevoir Thibaut, qui montait dans sa Aston Martin gris métallisé garée devant l'ancien théâtre. Même sa voiture était une provocation. Belle, puissante, étrangère. Tout ce qu'elle représentait contre la tradition, elle, élégance discrète, l'art de vivre à la française. « J'ai besoin de le détruire », finit-elle dans un murmure que seul le vent d'octobre emporta vers les toits de tuiles rouges de Lyon. Mais en regardant la voiture disparaître dans la circulation matinale de la rue de la République, Vivienne ne put s'empêcher de penser que Thibaut Marchand était le seul homme qu'il avait jamais regardé comme une égale. Et elle détestait à quel point cela la troublait. Dans le monde des affaires, il y a deux types de batailles, celle qu'on mène au grand jour et celle qu'on livre dans l'ombre d'un sourire. Le claquement sec des talons loup-boutins de Vivienne résonnait dans le hall de marbre de la tour Incity comme une déclaration de guerre. Elle portait ce matin son tailleur Chanel bleu marine, celui qu'elle réservait pour les grandes occasions, les victoires importantes. Aujourd'hui, elle allait récupérer le contrat Fontaine-Bellevue, cette famille de nouveaux riches qui collectionnaient les œuvres d'art contemporain avec la subtilité d'un bulldozer, mais la fortune d'un petit pays. Mademoiselle Beaumont, la réceptionniste, une jeune femme aux cheveux tirés en chignon parfait, lui adressa un sourire professionnel. « Monsieur Fontaine vous attend au 15e étage. Je dois vous prévenir. Il y a déjà quelqu'un avec lui. » Le sang de Vivienne ne fit qu'un tour. « Quelqu'un ? Monsieur Marchand est arrivé il y a 20 minutes. Ce fils de... » Vivienne inspira profondément, son éducation de jeune fille de bonne famille reprenant le dessus sur ses instincts primaires. « Merci, j'y vais immédiatement. » L'ascenseur monta dans un silence feutré, pendant que Vivienne réajustait mentalement sa stratégie. Thibaut l'avait devancé. Encore. Comment diable faisait-il pour être toujours un coup d'avance? Elle avait passé la soirée d'hier à étudier le dossier Fontaine, à comprendre leur goût tape à l'œil mais sincère, leur besoin désespéré de reconnaissance dans les cercles artistiques parisiens. Les portes s'ouvrirent sur un bureau panoramique qui surplombait la Saône. Et là, installé dans un fauteuil en cuir comme s'il était chez lui, Thibaut écoutait Gérard Fontaine avec cette expression d'attention polie qu'elle connaissait si bien. Il portait un costume sombre aujourd'hui, presque noir, qui accentuait la pâleur de sa peau et l'intensité de ses yeux. « Ah, mademoiselle Beaumont !» Fontaine se leva d'un bond, son enthousiasme débordant contrastant avec l'atmosphère soudain glaciale de la pièce. Quelle synchronisation parfaite! Monsieur Marchand était justement en train de me présenter sa proposition pour notre nouvelle acquisition. Vivienne adressa son sourire le plus éblouissant à Fontaine, ignorant délibérément Thibaut. « Monsieur Fontaine, j'espère que vous me pardonnerez ce léger retard. J'ai pris la liberté de faire quelques recherches supplémentaires sur la pièce qui vous intéresse. » Elle posa élégamment son attaché-case sur la table basse et en sortit une chemise de cuir bordeaux. « Je crois que vous allez être très intéressé par ce que j'ai découvert. » Du coin de l'œil, elle vit Thibaut se redresser imperceptiblement dans son fauteuil. Il n'avait pas prévu ça. « Cette sculpture de Delacroix que vous convoitez, » commença-t-elle en déployant ses documents avec une grâce théâtrale. Elle a appartenu à la collection privée de Napoléon III avant d'être vendue discrètement lors de l'exil. Aucun catalogue officiel ne mentionne cette provenance, mais j'ai retrouvé les documents originaux dans les archives familiales. Le visage de Fontaine s'illumina comme celui d'un enfant devant un cadeau de Noël. « Vous voulez dire que cette pièce a orné les appartements impériaux ?» « Exactement, ce qui, vous en conviendrez, lui confère une valeur historique inestimable. Et bien sûr, notre maison serait honorée de vous fournir un certificat d'authenticité complet avec la documentation historique appropriée. » Vivienne sentit plus qu'elle ne vit le regard de Thibaut se poser sur elle. Elle connaissait cette sensation, comme une caresse froide entre ses omoplates. Il était en train de réévaluer sa stratégie, de comprendre qu'elle venait de transformer un simple achat en acquisition patrimoniale. « C'est extraordinaire », s'exclama Fontaine. « Ma femme va être folle de joie, elle qui rêve d'intégrer le cercle des mécènes lyonnais, avoir une pièce ayant appartenu à l'empereur. »« Monsieur Fontaine, » intervint Thibaut, de sa voix grave, « cette information est certes intéressante, mais la provenance n'est qu'un aspect de l'investissement. Les conditions financières... »« Oh, l'argent !» Fontaine balaya l'argument d'un geste désinvolte. « L'argent, on en gagne, monsieur Marchand. Mais l'histoire, ça ne s'achète pas. » Échec et mat, pensa Vivienne avec satisfaction. Elle rangea ses documents, chaque geste calculé pour exprimer une confiance tranquille. Naturellement, notre maison prendra en charge tous les aspects logistiques, transport sécurisé, assurance, installation, et la cérémonie de dévoilement, demanda Fontaine.
les yeux brillants. « Cérémonie » Thibault fronça légèrement les sourcils. « Mais bien sûr. » Vivienne sourit, improvisant avec l'aisance de quelqu'un né dans ce milieu. Pour une pièce de cette importance, il faut marquer événement. Un petit cocktail privé, quelques personnalités du monde artistique lyonnais. Je connais très bien Madame Delacroix, la directrice du musée des Confluences. Elle serait ravie de présenter officiellement l'œuvre. Elle vit Thibault serrer imperceptiblement la mâchoire. Il pouvait offrir des prix compétitifs, des services efficaces, mais il ne pouvait pas offrir ça. L'accès à ce réseau invisible de relations, de noms, de codes que Vivienne maîtrisait depuis l'enfance. « Mademoiselle Beaumont » dit Fontaine en lui serrant chaleureusement la main. « Je crois que nous avons trouvé notre partenaire. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Vivienne rassembla ses affaires avec des gestes mesurés, consciente que Thibault n'avait pas bougé de son fauteuil. Quand elle se dirigea vers la sortie, leurs regards se croisèrent enfin. Il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux noirs. Plus de la simple contrariété, une forme de respect, de défi renouvelé. Elle ne saurait le dire. « Monsieur Marchand », dit-elle en passant près de lui, « j'espère que cette petite leçon vous aura été profitable. » Il se leva lentement, de toute sa hauteur imposante. « Oh, mademoiselle Beaumont, soyez sûre que j'apprends très vite. » Sa voix était trop calme, trop contrôlée. Vivienne sentit un frisson d'inquiétude parcourir sa colonne vertébrale. Quand Thibault Marchand parlait de cette voix-là, c'est qu'il préparait quelque chose. Dans l'ascenseur qui la ramenait vers le hall, Vivienne contempla son reflet dans l'acier poli des portes. Victoire? Oui. Mais pourquoi avait-elle l'impression d'avoir réveillé un dragon qui dormait? Son téléphone vibra. Un message de sa secrétaire. « Monsieur Marchand vient d'acheter les parts de Fontaine dans la Galerie Moderne. Il est maintenant actionnaire majoritaire. » Vivienne ferma les yeux. La partie ne faisait que commencer. Il y a des défaites qui ressemblent à des victoires, et des victoires qui ont le goût amer de la revanche. 3 jours après l'incident Fontaine, Vivienne se retrouvait dans une situation qu'elle n'avait jamais imaginée, assise en face de Thibault Marchand dans le salon privé du restaurant Paul Bocuse, contrainte de négocier comme des partenaires commerciaux plutôt que comme des ennemis. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. La manœuvre de Thibault, racheter les parts de Fontaine dans la galerie, l'avait forcé à la table des négociations. Ils étaient désormais copropriétaires d'un espace d'exposition, que cela leur plaise ou non. « Donc, dit-elle en découpant délicatement son suprême de volaille de Bresse, vous proposez une alternance mensuelle pour les expositions. C'est la solution la plus logique, répondit Thibault, ses doigts longs pianotant silencieusement sur la nappe damassée. Janvier-mars pour votre clientèle traditionnelle, avril-juin pour mes collectionneurs internationaux. Savos collectionneurs nouveaux riches, corrigea-t-elle avec un sourire glacial. Mais collectionneurs solvables, répliqua-t-il du même ton. Ce qui, dans le climat économique actuel, devient un avantage non négligeable. Vivienne posa ses couverts et le regarda vraiment pour la première fois depuis qu'il s'était assis. Dans la lumière tamisée du restaurant, elle remarqua des détails qu'elle avait ignorés. La façon dont ses cheveux noirs retombaient légèrement sur son front quand il se concentrait, la petite cicatrice près de son oreille gauche, la manière dont ses mains, des mains d'homme qui avaient travaillé, pas seulement dirigé, manipulèrent son verre de Chablis avec une précision chirurgicale. « Vous ne êtes pas de Lyon, dit-elle soudain. Il leva les yeux, surpris par le changement de sujet. « Non. D'où venez-vous » Un silence. Thibault sembla peser sa réponse comme s'il évaluait les risques d'une OPA hostile. Marseille, les quartiers nord, Marseille. Cela expliquait beaucoup, cette dureté dans le regard, cette façon de se battre comme si sa vie en dépendait, cette élégance acquise plutôt qu'héritée. Vivienne connaissait cette différence. Elle l'avait vue chez d'autres entrepreneurs qui avaient gravi l'échelle sociale à la force du poignet. Et vous avez construit votre empire en partant de rien. Sa voix était neutre, factuelle. Mon père était docker, ma mère femme de ménage. J'ai eu ma première entreprise à 19 ans, import-export de produits électroniques. C'est maintenant vous collectionnez les galeries d'art lyonnaises, comme d'autres collectionnent les timbres. Et maintenant je découvre que certaines héritières savent se battre mieux que je ne l'imaginais. Leurs regards se croisèrent par-dessus la table, et Vivienne sentit cette chose étrange se produire à nouveau. L'air qui devenait plus dense, chargé d'électricité. Mais cette fois, ce « N » n'était pas seulement de la colère, C était autre chose. Quelque chose de plus dangereux. Mademoiselle Beaumont, une voix féminine interrompit leur joute silencieuse. « Quelle surprise de vous voir ici !» Vivienne se retourna, et son sang se glaça. Amélie Durand s'approchait de leur table, radieuse dans sa robe crème, accompagnée de Lucien Moreau.
Le Lucien Moreau qu'elle aimait en secret depuis ses 16 ans, celui pour qui elle avait refusé tous les autres prétendants, celui qui occupait ses pensées depuis si longtemps qu'elle avait fini par croire que C.E. était de l'amour. « Amélie » réussit-elle à articuler. « Lucien, nous venons de déjeuner avec les parents de Lucien, » dit Amélie, ses joues rosies par l'excitation. « Nous avons une nouvelle à partager. » Vivienne sentit son estomac se contracter. « Non, pas maintenant, pas devant Thibault. Nous nous marions, » annonça Amélie en tendant sa main gauche où brillait un solitaire discret mais coûteux. « Lucien m'a demandé en mariage hier soir, dans le jardin de ses parents à Charbonnières. » Le monde de Vivienne bascula, pas dramatiquement. Elle était trop bien élevée pour cela. Mais quelque chose se brisa silencieusement en elle, comme un cristal qui se fêle sans bruit. « C'est merveilleux, » dit-elle en se levant pour embrasser son amie. « Je suis si heureuse pour vous. » Lucien lui sourit avec cette gentillesse polie qu'il avait toujours eue envers elle, l'affection fraternelle de celui qui n'a jamais remarqué l'amour silencieux qu'on lui porte. « Bien sûr, tu seras ma demoiselle d'honneur, » dit Amélie en la serrant dans ses bras, « et le mariage aura lieu au château de Montclair pour le grand bal d'hiver. Nous annoncerons officiellement nos fiançailles ce soir-là. » Vivienne hocha la tête, murmurant les mots appropriés, jouant son rôle de meilleure amie parfaite. Mais quand Amélie et Lucien S. éloignèrent vers leur table, elle se rassit lentement, sentant ses jambes trembler. « Vous allez bien ?» La voix de Thibault était différente, plus douce, presque inquiète. « Parfaitement, » mentit-elle, en reprenant son verre de vin d'une main qu'elle espérait ferme. Mais quand elle leva les yeux vers lui, elle vit quelque chose d'inattendu dans son regard noir, de la compréhension, comme s'il avait vu, compris, deviné. Et pour la première fois depuis 2 ans, Vivienne Beaumont se sentit vulnérable devant son plus grand ennemi. Parfois, c'est dans nos moments de faiblesse que nous découvrons la force inattendue des autres. Vivienne n'arrivait plus à respirer correctement. Cela faisait 3 heures qu'elle était rentrée du restaurant, 3 heures qu'elle tournait en rond dans son appartement du Vieux-Lyon, incapable de chasser l'image d'Amélie et Lucien enlacés, rayonnant de bonheur. 3 heures qu'elle essayait de comprendre pourquoi la douleur était si aiguë, si physique, comme si on lui avait arraché quelque chose de vital. Elle se servit un verre de Sancerre, le 3e, et s'installa sur le canapé de velours gris face aux fenêtres qui donnaient sur la Saône. Les lumières de la ville se reflétaient dans l'eau sombre, créant des éclats dorés qui dansaient au rythme de ses pensées chaotiques. « Lucien va épouser Amélie ». Cette phrase tournait en boucle dans sa tête comme une mélodie obsédante. Lucien, avec qui elle avait grandi, qui l'avait consolée quand son père était mort, qui lui avait appris à conduire sa première voiture. Lucien qui n'avait jamais regardé au-delà de leur amitié d'enfance. Peut-être que c'est mieux ainsi, se dit-elle en buvant une gorgée de vin. Peut-être que J était amoureuse de l'idée de l'amour, pas de lui. Mais même en pensant cela, elle savait que C était faux. Elle aimait la façon dont Lucien riait, cette manière qu'il avait de pencher légèrement la tête quand il réfléchissait, ses mains toujours un peu tachées d'encre, parce qu'il écrivait encore à la plume. Une habitude charmante héritée de son grand-père notaire. Son téléphone vibra sur la table basse. Un message. « J'ai récupéré vos documents que vous avez oubliés au restaurant. Dois-je les faire livrer ou préférez-vous passer les chercher ?» T. Marchand. Vivienne fixa elle écran, déconcertée. Elle avait oublié ses documents. Comment était-ce possible? Elle n'oubliait jamais rien. C. était une maniaque de l'organisation, de la préparation, du contrôle. « Livraison, s'il vous plaît. »« Merci. » La réponse arriva immédiatement. « En route. » En route, cela signifiait qu'il venait lui-même, à 21h30 un jeudi soir. Vivienne se leva précipitamment, réalisa qu'elle était en pyjama de soie et robe de chambre, ses cheveux défaits, sans maquillage. Thibault le marchand ne l'avait jamais vue autrement qu'impeccablement coiffée et habillée. Tant mieux, elle n'avait pas l'énergie de jouer la comédie ce soir. 15 minutes plus tard, la sonnette retentit. Vivienne ouvrit la porte et se figea. Thibault se tenait sur le palier, tenant son attaché-case, mais ce qui la frappa le plus, était son expression. Il ne portait plus ce masque de politesse glaciale qu'elle connaissait. Ses traits étaient inquiets. « Vos documents ?» dit-il simplement en lui tendant l'attaché-case. « Merci. » Elle le prit, leurs doigts s'effleurant brièvement. « Vous n'étiez pas obligé de vous déplacer. »« Si, j'y étais obligé. » Il y eut un silence. Thibault sembla hésiter. Puis, « Vous allez bien ?»« Parfaitement, » mentit-elle automatiquement. « Non. » Sa voix était douce, certaine. « Vous n'allez pas bien. » Vivienne sentit quelque chose se briser en elle. Peut-être était-ce le vin.
Peut-être la fatigue émotionnelle, peut-être le fait que Thibault de Marchand, son ennemi juré, soit la première personne à voir vraiment à travers son masque. « Entrez », dit-elle en s'effaçant. Il hésita. « Je ne pense pas que ce soit... »« Entrez, Thibault. » C était la première fois qu'elle l'appelait par son prénom. Il dut s'en rendre compte, car quelque chose changea dans son regard. Il entra, referma doucement la porte derrière lui. L'appartement de Vivienne était exactement ce qu'il avait imaginé. Élégant, sans ostentation, des meubles anciens mélangés à des pièces contemporaines, des livres partout, des photos de famille dans des cadres d'argent. Intime. « Chaleureux, vous voulez boire quelque chose ?» demanda-t-elle en se dirigeant vers le bar. « Vous avez déjà suffisamment bu, » dit-il gentiment. Elle se retourna, surprise par sa perspicacité. « Comment ? Vos joues sont rosies, vos gestes sont légèrement moins contrôlés que d'habitude, et vous m'avez appelé par mon prénom. » Il eut un demi-sourire. « Vous ne m'appelez jamais par mon prénom. » Vivienne s'assit lourdement sur le canapé, soudain épuisée. « Lucien et moi, nous avons grandi ensemble. J'ai toujours pensé que... » Elle s'interrompit. « Pourquoi disait-elle cela à Thibault le Marchand? Que vous finiriez ensemble, compléta-t-il. « Stupide, n'est-ce pas ?» Elle rit amèrement. Vivienne Beaumont, la femme qui refuse tous les prétendants. Amoureuse d'un homme qui la considère comme sa petite sœur. Thibault s'assit dans le fauteuil en face d'elle, ses coudes sur ses genoux, ses mains jointes. « Non, pas stupide, humain. Vous ne me comprenez pas, » dit-elle en secouant la tête. « Vous ne pouvez pas comprendre. Vous n'avez probablement jamais aimé quelqu'un de cette façon. Vous vous trompez. » Sa voix était si basse qu'elle le regarda vraiment. Dans la lumière tamisée du salon, Thibault le Marchand ne ressemblait plus au requin des affaires qu'elle affrontait dans les conseils d'administration. Il ressemblait à un homme qui avait lui aussi connu la douleur. « Comment elle s'appelait » demanda Vivienne. « Marguerite. » Le nom sortit comme un souffle, comme quelque chose de précieux et de brisé. Elle s'appelait Marguerite. Et dans ce nom prononcé avec tant de tendresse douloureuse, Vivienne comprit qu'elle venait de découvrir le secret le plus profond de son ennemi. Il existe des silences qui en disent plus long que tous les discours, et des noms qui portent le poids de toute une vie. Le silence s'étira entre eux comme un fil de soie tendu à se rompre. Vivienne regardait Thibault, ce nom, Marguerite, résonnant encore dans l'air feutré de son salon. Elle avait vu quelque chose de fragile traverser son visage quand il l'avait prononcé, une fêlure dans cette armure d'acier qu'il portait constamment. « Elle est morte », dit-il simplement, ses yeux noirs fixés sur ses mains jointes. Ce « haine » était pas une question. Vivienne l'entendait dans sa voix, cette douleur sourde des deuils qui ne guérissent jamais complètement. « Comment ?» murmura-t-elle, surprise de sa propre audace. Thibault leva les yeux vers elle, et elle y lut une hésitation, comme s'il pesait les risques de se confier à son ennemi. Puis, peut-être parce qu'elle-même venait de révéler sa propre vulnérabilité, il parla. « Cancer. » Elle avait 24 ans. Sa voix était neutre, factuelle, mais ses mains se crispèrent imperceptiblement. « Nous devions nous marier au printemps. J'avais acheté une petite maison à Cassis, avec vue sur la mer. Elle aimait les couchers de soleil sur la Méditerranée. » Vivienne sentit sa gorge se serrer. Elle connaissait cette douleur, pas celle de la mort, mais celle de voir ses rêves les plus chers s'effondrer d'un coup. « C'est pour cela que vous êtes parti de Marseille ?»« En partie. » Il se leva, marcha vers les fenêtres qui donnaient sur la Saône. Tout me rappelait elle, là-bas. Les lieux qu'on avait visités, les projets qu'on avait faits. J'ai vendu mes affaires et je me suis dit que Lyon serait un nouveau départ. « Et vous avez choisi le marché du luxe artistique, » dit Vivienne, comprenant soudain, parce qu'elle aimait l'art. Thibault se retourna, surpris par sa perspicacité. Elle étudiait l'histoire de l'art. Elle rêvait d'ouvrir sa propre galerie. Un sourire douloureux effleura ses lèvres. Elle m'emmenait dans tous les musées de Provence. Au début, je faisais semblant de m'y intéresser pour lui faire plaisir. Puis, j'ai vraiment commencé à comprendre, à voir ce qu'elle voyait. Vivienne ferma les yeux. Tout prenait sens maintenant. Cette passion féroce avec laquelle il se battait pour chaque contrat, cette connaissance approfondie qu'il avait du milieu artistique, malgré ses origines modestes, cette façon qu'il avait de regarder certaines œuvres avec une intensité presque douloureuse. « Vous continuez son rêve, dit-elle doucement. « J'essaie. » Il revint s'asseoir, plus proche cette fois. « Même si parfois j'ai l'impression de profaner sa mémoire en transformant sa passion en guerre commerciale. » « Non. » La véhémence de sa propre voix surprit Vivienne. « Non, vous ne profanez rien. Vous l'honorez. Chaque galerie que vous ouvrez, chaque artiste que vous soutenez, c'est un hommage à ce qu'elle aurait voulu faire. » Leurs regards se croisèrent, et quelque chose de nouveau passa entre eux.
plus de la compréhension, de la reconnaissance mutuelle. Deux âmes blessées qui se reconnaissaient dans leur douleur. « Pourquoi me racontez-vous cela ?» demanda Vivienne. « Parce que vous m'avez ouvert votre porte, parce que vous m'avez laissé voir que la redoutable Vivienne Beaumont était humaine. » Il eut un sourire triste. « Et parce que je crois que nous sommes plus semblables que nous ne voulons l'admettre. »« Semblables ?» Elle eut un rire sans joie. « Vous plaisantez. Vous, l'homme qui s'est construit à partir de rien, et moi, l'héritière gâtée qui... » Stop, sa voix était ferme. « Vous n'êtes pas une héritière gâtée. J'ai fait mes recherches, Vivienne. Je sais ce que vous avez accompli, les contrats que vous avez sauvés quand votre père est mort, la façon dont vous avez modernisé l'entreprise familiale sans trahir ses valeurs. Vous vous êtes battue aussi durement que moi, juste sur un terrain différent. » Entendre son prénom dans sa bouche fit quelque chose de étrange à Vivienne. Personne ne le prononçait comme lui, avec cette gravité respectueuse, comme s'il pesait chaque syllabe. « Thibaut, » dit-elle, testant à son tour la familiarité. « Ce que nous faisons, cette guerre entre nous, change quelque chose ?» Il pencha la tête. « Nous restons des concurrents, Vivienne. Nos entreprises sont toujours en compétition. Mais peut-être que nous pouvons nous battre avec plus d'élégance, moins de haine. » Il se leva, se dirigea vers la porte. Plus de respect mutuel. Vivienne le suivit, troublée par cette conversation qui venait de bouleverser 2 années de certitude. Sur le seuil, Thibaut se retourna. « Le grand bal d'hiver approche, dit-il. J'imagine que vous y serez ?» Évidemment, elle hésita. « Et vous ?»« J'ai reçu une invitation de Madame de Montclair ce matin. Apparemment, ma réputation commence à m'ouvrir certaines portes de la haute société lyonnaise. Alors, nous nous y croiserons. » Oui, il la regarda intensément. « Essayez de ne pas trop souffrir quand Amélie annoncera officiellement ses fiançailles. Lucien ne mérite pas votre douleur. » Avant qu'elle puisse répondre, il était parti, la laissant seule avec cette phrase qui résonnait comme une promesse ou un avertissement. Vivienne referma la porte et s'y adossa, le cœur battant. Quelque chose venait de changer entre eux, quelque chose d'irréversible, et elle n'était pas sûre d'être prête pour les conséquences. Parfois, nous nous préparons pour une bataille en pensant livrer une guerre, sans savoir que nous marchons vers notre propre transformation. « Tiens, tu es distraite depuis 1 semaine, » observa Célestine en ajustant les plis de la robe de soirée bordeaux que Vivienne avait choisie pour le grand bal d'hiver. « Qu'est-ce qui te préoccupe ?» Vivienne contemplait son reflet dans le miroir de sa chambre, mais ses pensées étaient ailleurs. Depuis cette soirée dans son salon, depuis ses confidences échangées avec Thibaut, quelque chose avait changé en elle. Une inquiétude sourde, une anticipation qu'elle n'arrivait pas à nommer. « Rien de particulier, » mentit-elle en lissant le tissu soyeux sur ses hanches. « Les préparatifs du mariage d'Amélie me prennent beaucoup de temps. » Célestine ne semblait pas convaincue. Cela n'aurait rien à voir avec un certain entrepreneur marseillais. Vivienne se figea. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Madame Fournier de la boutique Hermès m'a dit qu'elle t'avait vu déjeuner avec lui la semaine dernière, au Paul Bocuse. Elle a trouvé ça intriguant. » Évidemment, à Lyon, rien ne restait secret longtemps, surtout quand cela concernait les familles influentes. Vivienne soupira. « Nous avons des affaires en commun maintenant, la Galerie Fontaine. Des affaires qui nécessitent des déjeuners en tête-à-tête. » Célestine arqua un sourcil. « Ma chère cousine, j'ai vu comment vous vous regardez, lui et toi. Cette tension, ce n'est plus seulement de la rivalité professionnelle. » Vivienne se détourna du miroir, troublée par la perspicacité de sa cousine. « Tu dis n'importe quoi. Vraiment ?» Célestine s'approcha, baissant la voix. « Alors explique-moi pourquoi tu as passé 45 minutes hier soir à choisir ta robe pour ce soir, en te demandant quelle couleur lui plairait. Je n'ai jamais... Le noir est trop prévisible, le bleu trop sage, » cita Célestine en imitant la voix de sa cousine. « Qu'est-ce que tu penses du bordeaux? C'est audacieux sans être vulgaire. Tu voulais l'impressionner, Vivienne. Avoue-le. » Vivienne s'assit lourdement sur le bord de son lit, soudain épuisée par ses propres contradictions. « Je ne sais pas ce qui m'arrive, Célestine. Cet homme, il me déroute. 1 minute, je le déteste. La minute suivante, et tu le désires ?» Le mot resta suspendu dans l'air comme une accusation. Vivienne ferma les yeux, se forçant à être honnête avec elle-même pour la première fois. « Peut-être, » murmura-t-elle. « Mon Dieu, peut-être que oui. » Célestine s'assit à côté d'elle, lui prenant la main. « Et c'est si terrible. C'est Thibaut Marchand, notre plus grand concurrent, l'homme qui essaie de détruire tout ce pour quoi notre famille va travailler. L'homme qui a sauvé le contrat de la Croix la semaine dernière quand les Montero ont essayé de nous doubler, » corrigea doucement Célestine. « J'ai entendu dire qu'il leur a fait une contre-offre si élevée qu'ils ont abandonné. »
Vivienne ouvrit de grands yeux. « Comment tu sais ça ?»« Parce que contrairement à toi, je ne passe pas mes journées à éviter les potins de salon. Madame de Montereau était furieuse au bridge hier après-midi. Apparemment, Marchand lui a dit que certains contrats N n'étaient pas à vendre, surtout quand ils concernaient des institutions lyonnaises respectables. Le cœur de Vivienne s'accéléra. Thibault avait protégé ses affaires? Pourquoi? Il prépare quelque chose, dit-elle, mais sa voix manquait de conviction. Ou alors, dit Célestine, en se levant pour prendre les escarpins assortis à la robe. Il a découvert qu'il respectait son adversaire plus qu'il ne le pensait. Un coup léger à la porte interrompit leur conversation. Brigitte, la gouvernante, entra avec une expression perplexe. « Mademoiselle Vivienne, un coursier vient de livrer ceci pour vous. » Elle tendit une boîte rectangulaire enveloppée de papier crème, avec le logo de la joaillerie Mellerio gravé en lettres dorées. Aucune carte, aucun message. Vivienne ouvrit la boîte avec des mains légèrement tremblantes. À l'intérieur, sur un écrin de velours noir, reposait un collier d'une beauté saisissante, des perles de culture grise montées sur un fil d'or blanc, avec un pendentif central serti d'un saphir discret mais parfait. « Mon Dieu !» souffla Célestine. « C'est magnifique. » Qui? Vivienne souleva délicatement le collier. Glissée sous l'écrin, elle découvrit une petite carte au papier épais. Une seule ligne, écrite d'une écriture ferme et masculine, pour accompagner une robe bordeaux. « T. Il n'a pas osé, » murmura Vivienne, mais ses joues s'empourpraient malgré elle. « Oh que si !» dit Célestine avec un sourire entendu. « Et ce n'est pas tout. Regarde au fond de la boîte. » Vivienne fouilla et trouva une seconde carte, plus petite. Les perles grises étaient les préférées de Marguerite. Elle disait qu'elles reflétaient tous les gris de la mer. Vivienne porta la main à sa gorge, émue malgré elle. Offrir un bijou était déjà audacieux, mais partager ce détail intime sur Marguerite, était plus qu'un cadeau. Était une confidence, un hommage, une façon de dire qu'il la jugeait digne de porter quelque chose qui avait tant compté pour la femme qu'il avait aimée. « Vivienne, » dit doucement Célestine, « je crois que tu ne comprends pas encore ce qui t'arrive. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est plus de la rivalité, ma chérie, ni même de l'attirance. » Elle désigna le collier. « Cet homme est en train de tomber amoureux de toi. » Et en entendant ces mots, Vivienne réalisa avec terreur qu'elle aussi était peut-être en train de tomber. Il y a des moments qui divisent une vie en deux, avant et après. Ce soir-là, au château de Montclair, tout bascula. Le château de Montclair brillait de 1000 feux dans la nuit hivernale. Les lustres de cristal illuminaient la grande salle de bal où le gratin lyonnais évoluait dans un ballet d'élégance et de protocole. Vivienne se tenait près des grandes fenêtres, le collier de perles grises caressant sa peau nue, sa robe bordeaux épousant parfaitement ses formes. Elle l'avait vu dès son entrée. Thibault, dans un smoking noir impeccable, se déplaçait avec cette assurance tranquille qui lui était propre. Leurs regards s'étaient croisés par-dessus la foule, et il avait incliné imperceptiblement la tête. Un salut qui reconnaissait sa beauté, son choix de porter son cadeau. Vivienne. La voix cristalline d'Amélie la tira de ses pensées. Son amie rayonnait dans une robe de soie ivoire, au bras de Lucien qui souriait avec cette gentillesse bienveillante qu'elle connaissait si bien. « Tu es éblouissante ce soir, » dit Amélie en l'embrassant. « Ce collier, il est magnifique. Je ne l'avais jamais vu. C'est nouveau, » réussit à articuler Vivienne, sentant le poids du bijou contre sa gorge comme un secret brûlant. « Mes amis, » la voix de comte de Montclair résonna dans la salle. « Si vous voulez bien vous rassembler, notre chère Amélie et Lucien ont une annonce à faire. » Le cœur de Vivienne se serra. Elle savait ce qui allait suivre, mais savoir et vivre étaient deux choses différentes. La foule se rassembla en cercle autour du couple et Vivienne se retrouva en première ligne, sourire figé, jouant parfaitement son rôle de meilleure amie radieuse. « Mes chers amis, » commença Lucien, sa voix chaude portant dans le silence attentif. « Amélie et moi avons l'immense joie de vous annoncer officiellement nos fiançailles. » L'assemblée éclata en applaudissements et exclamations de joie. Vivienne applaudit mécaniquement, les félicitations se bousculant autour d'elle comme un brouillard. Elle vit Amélie brandir sa bague, Lucien l'embrasser tendrement, les invités se pressaient pour les congratuler. Et soudain, elle ne put plus respirer. La réalité la frappa avec la violence d'un coup de poing. Lucien ne serait jamais à elle. Ses rêves d'adolescente qu'elle avait nourris pendant des années, cette espérance secrète qu'elle avait gardée au fond de son cœur. Tout cela venait de mourir définitivement. « Excusez-moi », murmura-t-elle à personne en particulier. Elle se dirigea vers les porte-fenêtres qui donnèrent sur la terrasse.
cherchant l'air frais, l'espace, n'importe quoi pour échapper à cette sensation de étouffement. Mais à mi-chemin, ses jambes flanchèrent. Elle s'arrêta, une main posée sur une colonne de marbre, luttant contre les larmes qui menaçaient de déborder. « Ne pleure pas, se dit-elle. Pas ici, pas devant tout le monde. Vivienne. » Cette voix grave, familière. Elle ferma les yeux, mortifiée qu'il la voie dans cet état de faiblesse. « Je vais bien, » dit-elle sans se retourner. Non. Thibault était maintenant à côté d'elle, assez près pour qu'elle sente son parfum boisé. « Vous n'allez pas bien. S'il vous plaît, » chuchota-t-elle, « ne me regardez pas comme ça. Pas maintenant. » Mais quand elle leva finalement les yeux vers lui, elle ne vit pas de la pitié dans son regard noir. Elle y vit quelque chose d'infiniment plus dangereux, de la tendresse. « Vivienne !» dit-il doucement, « il ne vous mérite pas. » Et alors qu'elle ouvrait la bouche pour protester, pour dire qu'elle allait bien, que ce haine n'était rien, Thibault fit quelque chose d'impensable. Il posa ses mains de chaque côté de son visage, avec une douceur qui contrastait avec la force de ses doigts, et il l'attira vers lui. « Qu'est-ce que vous ?» commença-t-elle. Mais il n'y eut pas de mots, pas d'explication, juste ses lèvres qui se posèrent sur les siennes avec une intensité qui lui coupa le souffle. Ce haine n'était pas un baiser doux ou consolateur. C était un baiser de possession, de revendication, qui disait « Tu n'es pas à lui, tu n'as jamais été à lui ». Un baiser qui goûtait le défi et la promesse, qui transformait sa douleur en quelque chose d'entièrement différent. Vivienne sentit le monde s'arrêter autour d'eux, plus de musique, plus de conversation, plus de protocole social, juste la chaleur de ses lèvres, la fermeté de ses mains, cette sensation vertigineuse d'être enfin vue, désirée, voulue. Quand ils se séparèrent, elle réalisa avec horreur que toute la salle les regardait. Les conversations S étaient tues, les couples S étaient figés, même l'orchestre avait cessé de jouer. Amélie la fixait avec des yeux ronds, Lucien semblait perplexe. Madame de Montclair avait porté sa main à sa gorge dans un geste de surprise scandalisée. « Mon Dieu !» murmura quelqu'un dans la foule. Thibault ne lâcha pas son visage, ses pouces caressant doucement ses pommettes rougies. « Maintenant, » dit-il d'une voix rauque que seule elle pouvait entendre, « vous savez ce que c'est qu'être vraiment désiré. » Puis il recula d'un pas, inclina poliment la tête vers l'assemblée médusée et quitta la salle avec cette démarche assurée qui lui était propre, laissant derrière lui un silence assourdissant et une Vivienne Beaumont complètement bouleversée. Pour la première fois de sa vie, son cœur blindé venait de s'ouvrir. Et l'homme qui en possédait désormais la clé était celui qu'elle était censée détester. Certains baisers changent tout, d'autres détruisent tout. Celui-ci avait fait les deux à la fois. Vivienne n'avait pas dormi. Assise dans son lit, elle regardait l'aube se lever sur Lyon en rejouant obsessionnellement la scène du château, le goût des lèvres de Thibault, la chaleur de ses mains, le silence stupéfait de l'assemblée, les regards scandalisés, curieux, amusés qu'il avait poursuivis jusqu'à sa fuite précipitée du bal. Son téléphone n'avait cessé de vibrer depuis 6 heures du matin. 17 appels manqués, 23 messages non lus. Elle n'avait pas eu le courage d'en ouvrir un seul. La sonnette de l'appartement retentit à 8h30 précises. Vivienne enfila sa robe de chambre de soie et alla ouvrir, s'attendant à trouver Célestine venue aux nouvelles. Au lieu de cela, elle se retrouva face à Madame Beaumont, sa mère, dont l'élégance glaciale et le regard d'acier promettaient une conversation qu'elle préférait éviter. « Maman !» dit-elle faiblement. Vivienne, Isabelle Beaumont, entra sans y être invitée, ses talons claquant sur le parquet avec la régularité d'un métronome de condamnation. « Nous devons parler. » Elle s'installa dans le salon comme une reine, prenant possession de son royaume, croisa ses jambes gainées de soie et regarda sa fille avec cette expression que Vivienne connaissait depuis l'enfance. La déception polie de l'aristocratie française. « Sais-tu ce que Madame de Montclair m'a appelé pour me dire ce matin ?» commença-t-elle de sa voix cristalline, « que ma fille s'est donnée en spectacle hier soir, devant tout ce que Lyon compte de personnalités influentes. »« Ça n'était pas, » commença Vivienne. « Pas quoi? Pas un scandale? Pas une humiliation pour notre famille? Pas un manque de respect absolu envers Amélie et Lucien le soir de l'annonce de leur fiançailles? » Chaque mot portait avec la précision d'un scalpel. Vivienne s'assit en face de sa mère, sentant ses défenses s'effriter. « J'y étais bouleversée, » dit-elle simplement. « Je n'ai pas réfléchi. »« Ah, voilà bien le problème. » Isabelle ajusta ses gants de cuir. « Les Beaumont réfléchissent toujours, ma chérie. Nous ne nous laissons pas emporter par nos émotions comme des gens normaux. » Le silence qui suivit était si tendu qu'on aurait pu le couper au couteau.
Isabelle fixait sa fille avec une intensité qui la glaçait. « Cet homme, dit-elle finalement, ce marchand, il est dangereux pour toi, pour nous. Dangereux comment? Il te fait oublier qui tu es. » La voix d'Isabelle se radoucit imperceptiblement. « Ma chérie, je t'ai regardé grandir en femme forte, indépendante, maîtresse de son destin. Hier soir, j'ai vu une jeune fille perdue qui se jetait dans les bras du premier homme venu pour panser ses blessures. Les mots firent mal parce qu'ils contenaient une part de vérité. » Vivienne ferma les yeux. « Ce n'est pas ce qui s'est passé. »« Non? Alors explique-moi. Comment expliquer l'inexplicable? Comment dire à sa mère que ce baiser n'avait pas été un réflexe de consolation, mais quelque chose de bien plus terrifiant, une révélation? Comment avouer que pendant ces quelques secondes dans les bras de Thibault, elle était sentie plus vivante qu'en 23 ans d'existence? J'ai des sentiments pour lui, finit-elle par dire. Des sentiments. Isabelle répéta le mot comme s'il avait un goût désagréable. Pour un homme qui essaie méthodiquement de détruire notre entreprise, pour un concurrent qui nous vole nos clients. Il ne nous vole rien. Il se bat pour sa place sur le marché comme nous. Comme nous? Isabelle se leva d'un bond. Vivienne, réveille-toi. Cet homme n'est pas de notre monde. Il vient des docks marseillais. Il n'a ni notre éducation, ni nos valeurs, ni notre... Notre quoi? Notre arrogance? Notre mépris pour ceux qui ont dû se construire seuls? Notre raffinement? Notre tradition? Isabelle était livide. Ce que ton grand-père et ton père ont mis des décennies à construire. Vivienne se leva à son tour, la colère montant en elle comme une marée. Et moi, qu'est-ce que j'ai construit, oh maman? Qu'est-ce que j'ai accompli à part porter un nom et jouer le rôle de l'héritière parfaite? Tu as préservé notre héritage, J'ai survécu, explosa Vivienne. J'ai survécu dans un rôle qu'on m'a imposé, avec des règles que je n'ai pas choisies, en aimant en secret un homme qui ne me voyait même pas. Et la première fois qu'un homme me regarde vraiment, me désire vraiment, vous voulez que je l'ignore parce qu'il ne correspond pas à vos critères sociaux? Le silence retomba, lourd de reproches non formulés. Isabelle ramassa son sac, ses gestes retrouvant leur contrôle habituel. « Ah très bien, dit-elle froidement, fais comme tu veux. Mais sache une chose, si tu choisis cet homme, tu choisis contre ta famille, contre tout ce que nous représentons. » Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna. « Et quand il t'aura brisé le cœur, car il le fera, ma chérie, les hommes comme lui ne savent que détruire. Ne viens pas pleurer dans mes bras. » La porte claqua, laissant Vivienne seule, avec le parfum de sa mère et le poids de ses paroles. 1 heure plus tard, son téléphone sonna. Numéro inconnu. « Allô? C'est moi. » La voix grave de Thibault fit courir un frisson le long de sa colonne vertébrale. « Il faut qu'on parle. » Thibault, pas au téléphone. « Ce soir, 20h, hôtel Villa Florentine. Suite 12. Venez. » Il raccrocha avant qu'elle puisse répondre, la laissant fixer son téléphone avec un mélange de terreur et d'anticipation. Elle irait, malgré sa mère, malgré les convenances, malgré la peur. Elle irait, parce que ce baiser avait ouvert quelque chose en elle qu'elle ne pouvait plus refermer. Il y a des lignes qu'on ne devrait jamais franchir. Et puis, il y a des lignes qu'on franchit en sachant qu'on ne pourra plus jamais revenir en arrière. L'hôtel Villa Florentine surplombait Lyon comme un château de contes de fées perché sur la colline de Fourvière. Vivienne gravit les marches de marbre blanc, le cœur battant si fort qu'elle craignait qu'on l'entende dans tout l'établissement. Elle avait changé de tenue 3 fois, optant finalement pour une robe noire, simple mais élégante. Quelque chose qui ne crierait pas rendez-vous clandestin aux yeux des autres clients. Suite 12. Elle s'arrêta devant la porte, la main levée pour frapper, paralysée par l'ampleur de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Franchir cette porte signifiait accepter que quelque chose d'irréversible s'était produit entre eux, que ce baiser n'était pas une erreur, mais un commencement. La porte s'ouvrit avant qu'elle ait le temps de frapper. Thibault se tenait sur le seuil, encore en costume mais sans cravate, le col de sa chemise blanche ouvert révélant la naissance de sa gorge. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il avait passé ses mains dedans. Il avait l'air troublé. « Humain, vous êtes venu, dit-il simplement. « J'ai failli ne pas venir, répondit-elle avec honnêteté. Il s'effaça pour la laisser entrer. La suite était somptueuse, des meubles Louis XVI authentiques, des fenêtres qui donnaient sur toute la ville, un feu qui crépitait dans la cheminée de marbre. Intime sans être vulgaire, cher sans être ostentatoire. Du champagne? Demanda-t-il en se dirigeant vers le bar. Je préférerais du cognac. Il eut un sourire en coin. Vous avez besoin de courage liquide? J'ai besoin de quelque chose de fort. Cette journée, elle s'interrompit,
ne sachant comment résumer l'enfer qu'avaient été ces dernières heures. Thibault lui servit un Hennessy Paradis dans un verre de cristal et s'en versa un également. Ils burent en silence, debout près des fenêtres, regardant les lumières de Lyon scintiller en contrebas. « Ma mère est venue me voir ce matin, » dit finalement Vivienne. « J'imagine que ça ne s'est pas très bien passé. Elle m'a dit que vous étiez dangereux pour moi. » Vivienne le regarda par-dessus son verre. Elle a peut-être raison. Thibault posa son cognac et se tourna vers elle, son visage grave dans la lumière dorée du feu de cheminée. « Voulez-vous que je vous dise ce qui est dangereux, Vivienne ?» Sa voix était basse, intense. « Ce qui est dangereux, c'est ce que vous me faites ressentir. C'est la façon dont vous occupez mes pensées depuis des semaines. C'est que je me surprends à prendre des décisions commerciales en me demandant comment vous réagiriez. » Il s'approcha d'elle, et elle sentit cette électricité familière crépiter entre eux. « Ce qui est dangereux, continua-t-il, c'est que hier soir, en vous voyant souffrir, j'ai oublié 2 années de stratégie commerciale. J'ai oublié que nous sommes censés être ennemis. J'ai juste vu une femme extraordinaire qui méritait mieux que être ignorée par un homme aveugle. Thibault, et ce qui est le plus dangereux de tout, dit-il en prenant son visage entre ses mains comme il l'avait fait la veille, c'est que je recommencerai. Malgré le scandale, malgré les conséquences, malgré votre mère et toute la haute société lyonnaise, je recommencerai. » Vivienne ferma les yeux, se laissant aller contre ses paumes chaudes. « Nous ne pouvons pas, vous le savez. Nos entreprises survivront. » Il caressa sa joue du pouce. « La question est, est-ce que nous survivrons si nous ne nous donnons pas cette chance ?» Elle rouvrit les yeux et vit quelque chose de vulnérable dans son regard noir. « Qu'est-ce que vous me demandez exactement ? » ?»« Je vous demande de me faire confiance, de nous faire confiance. » Il posa son front contre le sien. « Je vous demande de croire qu'il est possible d'être rivaux le jour et autre chose la nuit. Vous parlez d'une liaison, dit-elle, le mot sortant comme un souffle. Je parle de voir où cela nous mène, sans promesse, sans obligation. Juste, nous. » Vivienne savait qu'elle aurait dû partir, qu'elle aurait dû dire non, préserver sa réputation, protéger l'entreprise familiale. Mais quand Thibault inclina la tête et effleura ses lèvres des siennes, doucement cette fois, en question plutôt qu'en revendication, toute sa logique s'effondra. Elle répondit au baiser, ses mains trouvant instinctivement le revers de sa veste. Cette fois, il n'y avait pas de public, pas de scandale, juste la vérité brute de leur désir mutuel. Quand ils se séparèrent, Vivienne haletait légèrement. « Si nous faisons cela, dit-elle, il y aura des règles. Personne ne doit savoir, jamais. Nos affaires restent séparées de ça. Et si l'un de nous veut arrêter, il arrête, sans question, sans reproche. » Thibault acquiesça. « D'accord. » Ils se regardèrent, conscients qu'ils venaient de franchir une ligne invisible, qu'ils venaient de commencer quelque chose qui pourrait les détruire tous les deux. « Vous allez rester ?» demanda-t-il. Vivienne regarda les lumières de la ville, pensa à sa mère, à sa réputation, à tout ce qu'elle risquait. Puis elle regarda Thibault, cet homme qu'il avait vu vraiment, qu'il avait désiré assez pour défier toutes les conventions sociales. « Oui, » dit-elle simplement. Et pour la première fois de sa vie, Vivienne Beaumont choisit le désir plutôt que le devoir. Il y a des vérités qui libèrent et d'autres qui détruisent tout sur leur passage. Celle-ci appartenait à la seconde catégorie. 3 semaines s'étaient écoulées depuis leur première nuit à la Villa Florentine. 3 semaines de double vie où Vivienne et Thibault se battaient impitoyablement dans les conseils d'administration le jour et s'abandonnaient l'un à l'autre dans l'intimité des suites d'hôtel la nuit. 3 semaines où elle avait découvert que l'homme qu'elle croyait connaître cachait des profondeurs insoupçonnées. Ce matin-là, Vivienne était arrivée plus tôt que d'habitude au bureau. L'immeuble était silencieux, baigné dans la lumière dorée de l'aube lyonnaise. Elle aimait ces moments de calme, avant que la journée n'explose en réunions, négociations et stratégies commerciales. C'est en cherchant un dossier dans les archives familiales qu'elle tomba dessus. Une chemise cartonnée portant simplement le nom « Marguerite Beaumont » de l'écriture élégante de son père. Le cœur de Vivienne s'arrêta. Marguerite Beaumont, ce nom, ce prénom qu'elle avait entendu Thibault prononcer avec tant de douleur, mais ce ne pouvait pas être la même personne. C était impossible. Ses mains tremblèrent en ouvrant la chemise. À l'intérieur, des documents légaux, des correspondances et une photo qui lui coupa le souffle, une jeune femme aux cheveux châtains, au sourire lumineux, debout devant les bureaux de l'entreprise Beaumont. Au dos de la photo, une annotation de la main de son père. Marguerite, stagiaire en histoire de l'art, été 2018, brillante et passionnée.
Vivienne continua à fouiller fébrilement des évaluations élogieuses, des projets d'exposition qu'elle avait proposés, et puis une lettre de recommandation non envoyée, datée d'octobre 2018. En marge, une note manuscrite de son père, annulée suite aux révélations sur sa relation avec Marchand, conflit d'intérêts. Et enfin, tout au fond, un rapport de détective privé qui lui glaça le sang. Marguerite Beaumont, née Dubois. Relation confirmée avec Thibault Marchand depuis juin 2018. Suspicion d'espionnage industriel. La stagiaire a eu accès à des documents confidentiels concernant nos stratégies d'expansion. Recommandations. Licenciement immédiat et poursuite judiciaire. Vivienne s'effondra dans le fauteuil de cuir, les documents éparpillés devant elle. Marguerite n'était pas seulement l'amour de jeunesse de Thibault. C était une espionne, et son père l'avait découvert. Mon Dieu, murmura-t-elle en réalisant l'ampleur de la situation. Une dernière pièce complétait le puzzle, un article de Journal de Marseille, daté de mars 2019. Décès de Marguerite Dubois, 24 ans, suite à un cancer foudroyant. La jeune femme S était installée à Lyon pour des raisons professionnelles, avant de retourner dans sa ville natale pour se soigner. Vivienne fixa la photo de Marguerite, cette jeune femme qui ressemblait tant à elle-même, même cheveux châtains, même élégance naturelle. Tout prenait sens maintenant. L'arrivée de Thibault à Lyon, sa connaissance approfondie de leur clientèle, sa façon de toujours avoir un coup d'avance. Il n'était pas venu construire un empire. Il était venu se venger. Vivienne? Elle sursauta. Célestine se tenait dans l'embrasure de la porte, une tasse de café à la main. « Qu'est-ce que tu fais là, si tôt? Et pourquoi tu as cette tête ?» Vivienne regarda sa cousine, puis les documents étalés devant elle. Comment expliquer que l'homme avec qui elle partageait ses nuits depuis 3 semaines était probablement celui qui avait orchestré la chute de leur stagiaire préférée? « Célestine, dit-elle d'une voix blanche, tu te souviens de Marguerite, la stagiaire en histoire de l'art que papa avait licenciée brutalement en 2018 ? Bien sûr, quelle histoire bizarre d'ailleurs. Un jour elle était là, le lendemain elle avait disparu. Papa n'a jamais voulu expliquer pourquoi. » Célestine s'approcha et vit les documents. « Oh mon Dieu, tu as trouvé son dossier. » Elle espionnait pour Thibault Marchand. Vivienne leva les yeux vers sa cousine. « Et je crois qu'il est venu à Lyon pour nous faire payer sa mort. » Le téléphone de Vivienne vibra. Un message de Thibault. « Ce soir, même endroit, j'ai envie de vous voir. T. » Vivienne fixa l'écran, partagée entre la rage et une douleur qu'elle n'avait pas anticipée. 3 semaines qu'elle se donnait à un homme qui la manipulait peut-être depuis le début. 3 semaines qu'elle trahissait sa famille pour quelqu'un qui cherchait à la détruire. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda doucement Célestine. Vivienne regarda une dernière fois la photo de Marguerite, cette jeune femme morte qui continuait à hanter leur vie depuis sa tombe. « Je vais découvrir la vérité, » dit-elle en se levant. « Toute la vérité. » Elle rangea soigneusement les documents dans son sac, ses gestes retrouvant cette précision glaciale qu'elle maîtrisait si bien. Ce soir, elle retrouverait Thibault, mais pas comme l'amante secrète qu'elle avait été ces dernières semaines. Ce soir, elle retrouverait l'héritière Beaumont qui voulait des réponses, et peu importait si ces réponses détruisaient le premier amour véritable qu'elle avait jamais connu. Parfois, les fins sont en réalité des commencements déguisés, et les vérités les plus douloureuses cachent les plus belles histoires d'amour. Fannesto de Kiskentun 3 mois plus tard. Château de Montclair, printemps 2025. Vivienne ajustait les derniers détails de l'exposition « Résonance » dans la grande galerie du château. Cette exposition commune, la première collaboration officielle entre les maisons Beaumont et Marchand, attirait déjà l'attention de collectionneurs parisiens et internationaux. Mais ce N n'était pas le succès commercial qui faisait battre son cœur ce soir-là. C'est était l'homme qui s'approchait d'elle entre les œuvres d'art, élégant dans son costume gris perle, portant ce sourire tendre qu'elle avait appris à chérir par-dessus tout. « Prête pour l'inauguration ?» demanda Thibault en lui prenant délicatement la main. « Prête ?» répondit-elle en croisant ses doigts aux siens, ce geste simple qui était devenu leur signature discrète. Elle repensa à cette nuit de janvier où tout avait failli s'effondrer. Kaetopussi Bant 3 mois plus tôt. Villa Florentine Vivienne était arrivée à leur rendez-vous habituel avec les documents sur Marguerite dans son sac, le cœur en guerre entre amour et trahison. Thibault l'attendait près de la fenêtre, et dès qu'il avait vu son expression, il avait su. « Vous savez, » avait-il dit simplement, « je sais que Marguerite espionnait pour vous. Je sais que mon père l'a licenciée. Je sais qu'elle est morte 3 mois plus tard. » Sa voix était contrôlée, glaciale. « Ce que je ne sais pas, c'est si tout ce qu'il y a eu entre nous fait partie de votre plan de vengeance. » Thibault avait fermé les yeux,
comme sous le poids d'une douleur immense. « Asseyez-vous, avait-il dit doucement. « S'il vous plaît, laissez-moi vous raconter la vraie histoire. » Et alors, d'une voix brisée, il avait tout dit. Marguerite N. n'était pas une espionne. C. était une jeune femme brillante, passionnée d'art, qui avait accepté le stage chez Beaumont pour prouver sa valeur avant de créer sa propre galerie. Quand elle avait rencontré Thibault lors d'une exposition, ils étaient tombés amoureux instantanément. Elle me parlait de son travail, de ses projets avec votre père. Elle était si enthousiaste. Thibault avait marqué une pause, les yeux perdus dans le passé. Et je lui ai dit que je préparais mon arrivée sur le marché lyonnais. Elle a voulu m'aider, me donner des conseils sur la clientèle, sur les tendances. Donc, elle vous donnait des informations. Elle partageait sa passion avec l'homme qu'elle aimait. Rien de plus. Sa voix était durcie. Mais votre père a vu les choses différemment. Il l'a accusée d'espionnage industriel, l'a licenciée sans préavis, a menacé de la poursuivre en justice. Vivienne avait senti son estomac se nouer. Marguerite était anéantie, pas par le licenciement ou par l'accusation. Elle qui rêvait de faire carrière dans l'art, voir sa réputation détruite avant même d'avoir commencé. Thibault avait serré les poings. Elle a commencé à avoir des maux de tête 3 semaines après. Le stress, pensait-elle. Le diagnostic de cancer est tombé 1 mois plus tard. Thibault, je suis venu à Lyon pour comprendre. Pour savoir pourquoi votre père avait détruit une jeune femme innocente, il l'avait regardée intensément. Mais aussi parce que Marguerite m'avait fait aimer cette ville, ce milieu artistique. Je voulais réaliser ses rêves, même si elle n'était plus là pour les voir. Et moi, avait chuchoté Vivienne, qu'est-ce que j'y étais dans tout ça? Thibault était approché, avait pris son visage entre ses mains avec cette tendresse qui la bouleversait toujours. Vous étiez ce que je n'avais pas prévu. Sa voix était faite plus douce. Vous étiez censée être l'héritière froide, calculatrice, comme je l'imaginais. Au lieu de ça, j'ai découvert une femme intelligente, courageuse, capable de se battre avec honneur. Une femme qui m'a fait comprendre que la vengeance ne ramènerait pas Marguerite, mais que l'amour pouvait encore donner un sens à ma vie. Il avait posé son front contre le sien. Je vous aime, Vivienne. Pas pour me venger de votre famille, pas pour honorer la mémoire de Marguerite. Je vous aime, vous, pour ce que vous êtes, pour ce que vous me faites ressentir, pour cette façon que vous avez de me regarder comme si j'y étais quelqu'un de bien. Et dans ce « je vous aime », prononcé avec tant de sincérité douloureuse, Vivienne avait compris que certaines vérités sont plus fortes que tous les malentendus. Fatibistunda quai de présent, château de Montclair. À quoi pensez-vous? Demanda Thibault en suivant son regard vers le portrait de Marguerite qu'ils avaient choisi d'exposer en hommage, une aquarelle délicate qu'elle avait peinte durant son stage. À la façon dont elle aurait aimé voir ça, répondit Vivienne. Nos 2 maisons travaillant ensemble, au lieu de se battre. Elle aurait été fière. Thibault serra sa main plus fort. Et votre père aussi, je pense. Il a fini par comprendre, avant sa mort, que Marguerite n'était coupable de rien d'autre que de être amoureuse. Était vrai. Dans ses dernières volontés, Henri Beaumont avait légué une bourse d'études en histoire de l'art au nom de Marguerite Dubois, avec une lettre d'excuse que Vivienne avait remise à Thibault. Les premières notes de musique retentirent dans la galerie. L'inauguration commençait. Vivienne vit sa mère entrer au bras de Lucien et Amélie, maintenant mariés et rayonnants, suivis de toute la haute société lyonnaise qui les avait autrefois scandalisés. Isabelle Beaumont s'approcha d'eux, élégante dans sa robe de soie bleue. Ses relations avec Thibault étaient réchauffées depuis qu'elle avait découvert qu'il finançait discrètement plusieurs fondations artistiques en mémoire de Marguerite. « Mes chers enfants, dit-elle en les embrassant tour à tour, cette exposition est magnifique. Votre grand-père aurait été si fier, Vivienne. Merci, maman. » Vivienne échangea un regard complice avec Thibault. « Nous avons une annonce à faire tout à l'heure. » Isabelle arqua un sourcil interrogateur, mais se contenta de sourire mystérieusement avant de s'éloigner vers les invités. 1 heure plus tard, quand la foule fut rassemblée, Thibault prit la parole. « Ça, mesdames et messieurs, cette exposition célèbre plus qu'une collaboration artistique. Elle célèbre la preuve que de la rivalité peut naître le respect, du conflit peut émerger la créativité et de l'opposition. » Il regarda Vivienne avec une intensité qui fit fondre son cœur. Peut naître l'amour le plus inattendu. Il sortit un écrin de velours noir de sa poche et mit un genou à terre devant l'assemblée stupéfaite. « Vivienne Beaumont, vous m'avez appris qu'il était possible d'être rivaux et partenaires, adversaires et amants, compétiteurs et complices. Voulez-vous être ma femme ?» Le silence était total. Vivienne regarda cet homme qui avait bouleversé sa vie, qui l'avait forcé à sortir de sa tour d'ivoire,
qui lui avait montré ce qu'était l'amour véritable. Cet homme qui portait en lui la mémoire de Marguerite sans que cela diminue l'amour qu'il lui portait. « Oui, dit-elle simplement, mais assez fort pour que tous l'entendent. Oui, Thibaut Marchand. 1000 fois oui. » Quand il glissa la bague à son doigt, un solitaire entouré de petites perles grises, comme celle du collier qu'elle portait encore ce soir, l'assemblée explosa en applaudissements. Plus tard, alors qu'il dansait sur la terrasse sous les étoiles, Vivienne murmura contre son oreille « Vous savez ce qui m'a convaincu que je vous aimais vraiment. Ah, dites-moi, le jour où vous avez ajouté le nom de Marguerite sur la plaque de notre première galerie commune, vous auriez pu l'oublier, passer à autre chose, mais vous avez choisi de l'honorer. » Elle le regarda dans les yeux. « C'est là que j'ai su que vous étiez un homme qui n'oublierait jamais d'où il vient, qui il a aimé, et pourquoi il se bat. Et vous ?» demanda-t-il en la faisant tourner sous les lumières du château. « Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis sur nous? Le fait de comprendre que l'amour n'efface pas le passé, il le transforme en quelque chose de beau. » Elle sourit. « Marguerite nous a menés l'un vers l'autre, d'une certaine façon. Sans elle, vous ne seriez jamais venu à Lyon. Sans votre amour pour elle, vous n'auriez jamais eu cette passion pour l'art qui nous unit aujourd'hui. » Thibaut s'arrêta de danser et la regarda avec cette expression tendre qu'elle adorait. « Je l'aimerai toujours, » dit-il simplement. « Je sais. » Vivienne posa sa main sur son cœur. « Et moi, j'aimerai toujours l'homme que vous êtes devenu grâce à elle. » Ils continuèrent à danser sous les étoiles de Lyon, anciens ennemis devenus amants, rivaux transformés en partenaires de vie. Et quelque part dans le ciel, une jeune femme aux cheveux châtains souriait en voyant que l'amour avait triomphé de tout, même de la mort, même de la vengeance, même des secrets les plus douloureux. Car certaines histoires d'amour sont plus fortes que tout, même que le temps qui passe, même que les familles qui s'opposent, même que les fantômes du passé. L'histoire de Vivienne et Thibaut était de celle-là. Finch, avez-vous déjà aimé quelqu'un au point de transformer votre rivalité en complicité éternelle? Pensez-vous qu'il soit possible d'aimer profondément quelqu'un tout en gardant vivant le souvenir d'un amour passé? Quelle leçon tirez-vous de cette histoire sur le pouvoir transformateur de l'amour véritable? Votre participation au canal est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.